Est-ce que il faut aller saboter des infrastructures fossiles? Je pense que ça a sa place. Les actions directes ont leur place. J'ai fait de la désobéissance civile, j'ai même été arrêté. La police cadenasse, la police gaz, envoie des lacrymos, la police ça devient frappe, très sérieux. Ça ne fait pas peur que des gens non violents subissent cette violence? Non, mais je pense qu'on a des questions à se poser sur non seulement notre démocratie, mais nos droits humains à nous aussi avant de pointer du doigt d'autres pays. Princesse Esmeralda, bienvenue sur Limite. Bonjour. Mais quel honneur! Alors, d'habitude sur cette chaîne, on doit se tutoyer. Est-ce que vous m'autorisez? Absolument, pas de problème. Ça va, je suis rassuré. Alors, d'habitude, on s'adresse comment à une princesse dans les obligations, on va dire, monarchiques ou autres? Oh là! Alors, d'abord, il faut quand même dire que moi, je suis une journaliste et une activiste. Donc, j'ai quand même beaucoup d'autres casquettes, disons. Bien sûr. Mais bon, je sais pas, moi, dans les événements officiels, on dit madame, ou on dit princesse, on dit un peu beaucoup de choses. On dit pas votre Altesse royale ou un truc dans le genre? Ça aussi. Ça peut arriver? Bon, mais moi, je suis beaucoup plus habituée à ce qu'on m'appelle par mon prénom et dans ma vie de tous les jours et dans mon métier. Eh ben, Esmeralda, merci à toi vraiment d'être ici. On est présent à Bruxelles. On va faire un talk incroyable où on va rentrer un petit peu dans les rouages des limites planétaires, comme vous le savez très bien, pour ceux qui sont habitués de cette chaîne. On va essayer de comprendre plusieurs aspects, comment ça se passe à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, que fait une princesse parmi nous aussi? Il y en a certainement qui vont se poser beaucoup de questions. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker tout au long. Ça va être vraiment très important. Les sujets vont être vraiment passionnants parce que il me semble que votre aïeul n'est autre que le roi Léopold II de Belgique, le roi bâtisseur, et à la fois le roi qui a fait des trucs au Congo, en quelque sorte. Alors d'abord, je croyais qu'on se tutoyait. Ah oui, c'est vrai, bah oui, bien vu, ouais, elle bon, m'a eu. Je comprends, c'est parce que la question était d'entrée. Et la question est lourde voilà. aussi. Oui, bien sûr, bon, c'est un aïeul distant. J'ai pris, je crois, mes distances avec cet aïeul, parce que j'ai pensé à un moment donné, d'abord que c'était le devoir d'un Belge, d'une Belge, et d'un membre de la famille royale, de parler de notre histoire de manière, je dirais, responsable, transparente, honnête. Trop longtemps, on a vu ça dans les manuels scolaires, dans les interviews, dans les livres et tout ça. Il y avait une certaine nostalgie de l'époque coloniale et on présentait l'attitude de la Belgique, pas seulement, de tous les pays européens, comme étant une œuvre de civilisation, une œuvre vraiment essentielle pour tous ces peuples sous-développé. Le terme générique voilà. de l'époque. Donc, je pensais qu'en 2024, ou même avant, puisque j'ai commencé à en parler quand même à peu près en 2020, il était temps qu'on change de discours, et pourquoi pas que moi j'en parle aussi. Parce qu'après tout, comme j'ai dit, j'y suis mêlé, étant belge, étant membre de la famille royale. Esmeralda, on va creuser ce sujet un petit peu plus tard, parce que forcément il est lié à l'extractivisme, il est lié à un système économique qui aujourd'hui nous amène à avoir dépassé toutes les limites planétaires. Avant de rentrer là-dedans, je voudrais ça. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi, parce que tu as bien précisé, avant toute chose, tu es une journaliste, on t'écoute. Écoute, j'ai commencé donc avec une formation journaliste très tôt. J'étais journaliste indépendante à Paris, à Milan, un peu partout. Et je parlais évidemment aussi beaucoup de conservation parce que, on en parlera peut-être aussi, j'ai reçu ça un peu en héritage de mon père, donc le roi Léopold III, qui très très tôt, alors en tant que jeune prince héritier dans les années 1930, imagine, il parlait déjà, je dirais pas des limites planétaires, mais du fait que la biodiversité était en danger, que sa génération, donc imagine en 1930, ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant du dégât que l'homme avait déjà fait par rapport à l'environnement. Donc ça, j'ai entendu toute mon enfance, parce qu'évidemment, quand il a abdiqué en 1951, et par après, quand je suis née, il était tout à fait, alors, à ce moment-là, dédié, toute sa vie était dédiée à la protection de notre environnement et aussi au respect des communautés indigènes, des peuples premiers. Donc ça aussi, on y reviendra, j'imagine, mais donc j'ai reçu ça en héritage. Comment ça se passe, Esmeralda, quand tu reçois un héritage de la part d'un roi qui t'a amené voir les peuples premiers, vous avez été voir les peuples autochtones quand tu étais jeune, il me semble. Comment ça se passe quand ce roi-là était à la tête d'un pays qui, à cette époque, faisait partie des 8 pays ayant l'empreinte carbone, l'empreinte écologique la plus immense, parce que c'était un empire colonial, elle fait partie d'un système où
beaucoup de caoutchouc était amené de forêt équatoriale, pour en fait tous les pneus et pour on va dire l'explosion de l'automobile dans le monde entier. Comment ça se passe quand on est un souverain? La relation que tu as eue avec ton papa par rapport à ça, c'était comment? Ça devait être perturbant, ça devait être paradoxal un petit peu. Alors je vais te dire, mon père donc est allé très tôt dans tous ces pays parce qu'il est allé au Congo à l'époque en 1925 je crois, et déjà dans la correspondance privée avec son père, donc le roi Albert Ier, il explique ce qu'il a vu là-bas et il explique, incroyable, mais combien le capitalisme est en train de détruire le pays là-bas et combien certains colons sont en train de faire un travail tout à fait au détriment des populations locales. Donc on parle là de 1925. Et son père, Albert Ier, le félicite et lui dit, ça c'est dans une lettre privée, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Mais bravo. Donc il y avait une conscience sociale, tu vois, déjà une conscience, je dirais, coloniale. Pas encore au point où nous en sommes aujourd'hui, mais c'était déjà quelque chose qui commençait, en tout cas dans le cas de mon père, à évoluer. La méga machine était déjà lancée, hein. Alors quand est-ce qu'elle a commencé, cette méga machine qui a pour mission de prendre à la terre, de faire pousser, mais surtout d'arracher aujourd'hui, de transformer au détriment des peuples? Bon, certains disent que c'est Christophe Colomb, d'autres disent que c'est un petit peu avant, on peut dire que c'est un peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où il y a eu cet élan de colonialisme à l'échelle mondiale, on retrouve encore en Belgique, dans certains quartiers, cet héritage, des endroits où on ramenait des produits exotiques et tout ça et tout ça. Les rois, à partir d'une certaine époque, n'étaient déjà même plus spécialement les véritables gouverneurs de Belgique, donc c'était un rôle représentatif, comme aujourd'hui, le roi a juste un rôle représentatif. Comment est-ce que toi, dans cette évolution, parce que tu es l'héritage de ton père, forcément, comment ça s'est passé? Quel peuple tu as rencontré? Comment étaient les échanges et comment ça t'a forgé, ça t'a construite? Donc de mon père, chaque fois qu'il revenait de ses voyages, même quand j'étais toute petite fille, il me racontait des histoires extraordinaires, il m'apportait l'amour vraiment de la nature, de la biodiversité, du respect de la nature, du respect des peuples premiers, parce qu'il a passé vraiment des mois, par exemple en Amazonie, à vivre avec les communautés indigènes, à partager leur quotidien. Tout ça, il a vraiment forgé en moi. Puis il a créé sa fondation, qui existe toujours, le Fonds Léopold III pour l'exploration et la conservation de la nature. Donc tout ça a continué. Bien sûr, on parlait pas tellement du climat à l'époque. Mon père est décédé en 1983. C'était tout juste, en fait, les fameux pollueurs, les énergies fossiles faisaient déjà des études sur qu'ils ne voulaient absolument pas diffuser. Ça mais sur une dizaine d'années qu'ils étaient déjà, voilà, ils avaient déjà des infos concrètes. Mais dans le grand public, on n'en parlait pas vraiment. On commence à parler de la couche d'ozone plus à cette période-là. Et des produits chimiques, bien sûr, avec Rachel Carson et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à bouger. Mais c'est quand même plus tard qu'on commence à parler du climat et de ce qui reste quand même le risque majeur aujourd'hui pour notre existence, avec aussi la perte de biodiversité. Donc tout doucement, je prends conscience de ça et je deviens plus active aussi dans la lutte contre la crise climatique. Et tout ça se recoupe finalement. Oui, là d'ailleurs, il y a un documentaire que tu as fait il y a pas très très longtemps, qui a quoi avec le nouveau président Lula, avec Chef Raoni, avec différents peuples autochtones qui racontent, on va dire, cette histoire de colonialisme qui n'est pas vraiment terminée, puisque l'esprit, on va dire, du colonialisme s'intègre aujourd'hui chez des Bolsonaro, chez des Javier Milei. Il y a cette volonté dans ce film de réconcilier, on va dire, notre rapport, nous, avec le vivant, avec la nature. On mettra des liens, en tout cas, on essaiera de vous mettre un maximum de documents en description, mais pourquoi l'avoir fait? Oui, donc j'ai fait ce film avec Gerd Pieter Bruch, donc qui est un réalisateur français, le fondateur de Planète Amazon. Et tous les deux, on voulait faire quelque chose qui raconte ce combat des peuples indigènes qui dure depuis toujours. Parce que depuis le moment où les colons sont arrivés, les colons portugais au Brésil, les colons espagnols dans le reste de l'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait, à part exterminer quand même la plupart des peuples indigènes? Pourquoi? Parce que le sol était tellement riche, en or, en minerais, en tout ce que tu veux. Donc ça a commencé à ce moment-là, et ces peuples-là, ils ont résisté. Depuis cette époque-là, résisté pour leurs terres, résisté pour leurs droits. C'est pas pour rien qu'on les appelle les peuples premiers. C'est quand même, ils étaient là avant les autres. Et donc, on a voulu raconter ce combat par leur voix et montrer, comme tu dis très bien, que le combat n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, tu as toutes ces multinationales
qui veulent toujours faire de l'extractivisme, qui veulent toujours extraire les richesses, pas au profit des populations locales, ou très très peu, mais à notre profit quand même en Occident. Donc, on peut dire que c'est une autre forme de colonialisme, un colonialisme vert, parce qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises de greenwashing. Tu as toutes ces entreprises qui veulent continuer à polluer un peu partout dans le monde, mais qui disent « Ah, mais on rachète des arbres en Amazonie. Ah, mais on protège des terres en Amazonie. » pour pouvoir continuer quand même à faire leur business destructeur. C'est évidemment un sujet très important et qui touche beaucoup d'aspects, mais surtout les droits humains, je dirais. Les droits humains de ces peuples, nos droits humains aussi, parce que si on détruit la forêt amazonienne ou la forêt du bassin du Congo, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour nous, hein. Ce sont des trésors de biodiversité, ce sont aussi des puits de carbone avec les océans. Donc, bon, c'est toute une cascade d'enchaînements qui va nous conduire finalement au bord du précipice. On est dans un pays qui a une très haute intensité énergétique. Alors, je crois savoir que tu es entre la Belgique, mais aussi tu as un rôle avec l'Angleterre et avec la Chine, on va dire d'un point de vue plus diplomatique, je pense, en quelque sorte. Comment ça fonctionne lorsque tu rencontres des gens de la haute société, puisque est-ce que tu es de la noblesse ou pas, je ne sais pas si on peut encore utiliser ce terme, mais que tu rencontres des personnes qui vivent un peu dans leur tour d'ivoire, qui vivent dans leur environnement, avec leur schéma de croyance, avec leurs capitaux, qui sont l'héritage d'un système colonial en quelque sorte, mais au-delà de ça, qui continuent à promouvoir un système économique. Dont toi tu vois les désastres. Tu vois les désastres sur les peuples premiers, tu vois les désastres même juste en Belgique, hein, sur les classes moyennes qui commencent énormément à s'éroder, sur les plus pauvres aussi. On voit que le système économique aujourd'hui concentre tout d'un point de vue pyramidal tout au-dessus, fait très peu de ruissellement et que ça devient de plus en plus compliqué avec des destructions culturelles. Comment ça se passe quand tu discutes de ça avec des personnes, des entrepreneurs ou autres? Je vais te dire que ça dépend des personnes, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de changer. On le voit au niveau des économistes. Il y a des hommes et des femmes qui proposent de nouveaux modèles très intéressants, très excitants. On peut penser au donut de Kate Raworth. Ouais. Mais il y en a beaucoup d'autres qui proposent vraiment un autre système qui permette quand même de mettre notre bien-être, la nature, les citoyens et aussi tous les êtres vivants, mais au centre des préoccupations. Et pas seulement le profit, pas seulement ce système capitaliste qui en est arrivé à des excès terribles. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui prennent la bonne direction. Il y a des initiatives citoyennes incroyables aussi. Bon, au niveau des dirigeants, ça ne suit pas, ça il faut le dire. Manque de courage, c'est très difficile d'être élu avec des mesures qui sont un petit peu strictes. Ah oui, on le voit, hein, toutes les mesures, on va dire, liées à l'écologie, se sont ramassées des surprises aux élections. Hein. Voilà, alors moi j'ai l'impression qu'il faut tout miser sur les citoyens et sur les entreprises pour qu'ils fassent bouger évidemment nos dirigeants, parce que c'est nous qui avons le pouvoir de les élire, et ce sont les entreprises qui ont le pouvoir de dire aussi aux dirigeants, mais attention, nous prenons ces mesures, il faut suivre. Donc là, j'y vois un peu d'espoir quand même. Maintenant, bon, il faut pas se cacher qu'il y a une fuite en avant pour le moment, notamment de toutes les énergies fossiles. On a l'impression qu'ils veulent vraiment extraire la dernière goutte de pétrole et de gaz qu'ils peuvent obtenir, alors qu'ils savent très bien que le futur va être terminé, parce que on se dirige tous vers les énergies renouvelables. Ils le savent? Ah oui, je pense. Oui. Mais c'est incroyable que si tu regardes, il y a des projets de forage pétrolier partout dans le monde. Mais c'est absurde. Les scientifiques nous disent on ne peut plus le faire. Oui. On ne peut absolument plus le faire. Et il y a cette espèce de fuite en avant pour du profit, parce que ça c'est vraiment, je crois, le mal de notre siècle. C'est cette espèce de recherche de profit à court terme qui fait fi de l'éthique, qui fait fi mais de tout, de l'empathie, de la compassion, de tout ce qu'on voit sur nos écrans tous les jours. Je veux dire, comment est-ce qu'on ne peut pas être choqué par ce qui vient de se passer au Brésil, des inondations, mais catastrophiques, du fait qu'à New Delhi, on a atteint 52,3 degrés Celsius. Les gens meurent dans la rue. Ils devaient aller voter. Ils s'évanouissaient dans les queues pour aller voter. Il y a une ville, il y a eu 80 morts
dans une ville parce qu'il faisait trop chaud. Exactement. Et ils sont là à même le sol, c'est effroyable. En Afrique, tu as une sécheresse mais épouvantable qui affecte la sécurité alimentaire de millions de personnes. Mais je veux dire, c'est devant nos yeux. Et là, je te parle des pays du Sud, mais nous, on n'est pas épargnés non plus. Hein. Je veux dire, comment est-ce possible? Oui, le rapport du GIEC dit bien, plus de nouveaux projets gaziers ou pétroliers, fini, certainement pas charbon. Tout le monde a signé, tout le monde est d'accord, mais effectivement, lorsqu'on voit ce que les pays promettent d'émettre, on voit que les promesses d'émissions sont ne sont pas cohérentes par rapport à leurs promesses de production, puisque la production continue à augmenter selon certaines données. Et pour toi, c'est juste ça, c'est juste les capitaux, c'est le système économique qui, même si quelqu'un vient avec des bonnes valeurs, des bonnes idées et intègre une structure comme Shell, comme Total ou n'importe laquelle, se retrouve happé par le système, par le fonctionnement et au final, comme tu dis, fuite en avant. Qu'est-ce qui permettrait de tirer le frein à main? Parce que c'est évident qu'on doit changer le système. Il y a beaucoup de gens qui le disent, comme on disait, les économistes et tout ça. Les assurances nous disent qu'elles vont pas pouvoir continuer à payer au fur et à mesure de tous ces événements climatiques. La sécurité nous dit qu'il va y avoir des millions de déplacés climatiques qui vont arriver. On se plaint déjà du fait qu'on a une crise de l'immigration. Alors, imagine ce que ça va être. L'immigration était la première préoccupation avec le pouvoir d'achat aux élections européennes. Est-ce qu'ils ont parlé du climat? Pas vraiment. Non, c'est à 4e ou 5e position. Exactement. Et c'est que quelques parties. Et pourtant, ça a des effets, des impacts sur tout ce qu'on vient de dire, sur le fait qu'il va y avoir des conflits sociaux, qu'il va y avoir des déplacés climatiques, qu'il va y avoir de la violence. Comment t'expliques qu'on sache tout, on ait toutes les infos, mais on continue à aller droit devant. Et attention, parce que quand je parle de ça, souvent on me dit ouais, mais Vince, c'est l'humanité qui fonce droit devant. Alors qu'en fait non, c'est pas l'humanité qui fonce droit devant, c'est une petite partie de l'humanité qui a un schéma de pensée et qui fonce tout droit en avant. C'est quoi? Ils sont persuadés en fait ils ont une croyance que plus on va gagner de l'argent, plus on va générer du profit, plus ce profit va permettre de créer des technologies qui vont permettre de mettre des avions dans le ciel pour faire de la géoingénierie. Enfin, je ne sais pas. C'est quoi, tu penses? Tu entends beaucoup de ces théories-là, disant « Ah, mais il faut pas se préoccuper, la technologie est tellement avancée qu'on va pouvoir s'en sortir. Les êtres humains ont toujours une avance, on est extrêmement intelligents, on va s'en sortir. » Oui, sans prendre en compte le déterminisme environnemental, souvent. Mais... Le problème, c'est que les technologies, elles vont sûrement arriver à un moment donné, mais elles sont pas là encore. Et pour le moment, on est déjà dans la catastrophe climatique et écologique. Donc, il faut certainement prendre d'autres mesures. On le sait, mais c'est impopulaire. Et puis, il faut pas oublier non plus que énormément d'hommes politiques, de députés et tout ça, sont malheureusement en proie aux lobbies. Ah, oui. Et on connaît la puissance des lobbies, que ce soit celui des armes, que ce soit celui du tabac. On a quand même réussi là à faire des politiques qui sont allées confronter directement les lobbies et on a gagné quand même. Le lobbyiste a pour mission et vocation de défendre les intérêts de son entreprise, coûte que coûte. Et c'est quoi les lobbyistes? Il y en a qui sont pour toi foncièrement... Alors de nouveau, on va pas rentrer dans du manichéisme trop simple, mais savent très bien que ce qu'ils font n'est pas du tout en cohérence. C'est quoi? C'est des gens qui arrivent à s'auto-convaincre, ou alors ils sont aussi dans un champ de croyances, ils ont des biais et c'est l'argent qui nous pousse. J'essaie de comprendre l'aspect psychologique là derrière qui nous amène comme ça. C'est difficile à comprendre parce que ce sont des gens qui ont des enfants, ce sont des gens qui vivent comme nous, qui se préoccupent sûrement de l'avenir de leurs enfants. Donc c'est pas possible qu'ils ne se posent pas ces questions. Je crois qu'ils sont prisonniers de ce système et qu'ils se disent de toute façon, il n'y a pas d'autre système qui fonctionne. Ouais. On est là-dedans, il n'y a que celui-là. Et ça, c'est vraiment un des problèmes. Parce que c'est pas vrai. On nous fait croire qu'il n'y a que ce système. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on est plus heureux avec ce système? Non. Est-ce que les jeunes qu'on voit beaucoup en dépression quand même, aussi en éco-anxiété, je dois dire, parce que ils sont en première ligne, on n'est pas dans un système qui fonctionne. Déjà, il ne fonctionne pas pour tout le monde, ça on le voit, les inégalités ont explosé, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'était évident que
Il faut trouver un système de taxation qui soit plus juste, déjà. Même les super riches, une partie des super riches nous disent « Mais oui, on est d'accord qu'on nous taxe plus. » C'est vrai, à Davos, il y a eu une pétition qui était signée. Je pense qu'il y avait, je ne sais plus combien, il n'y a pas 1 million enfin, pas 1 million, mais un chiffre qui m'avait étonné. Je vais essayer de vous retrouver l'info et vous mettre en description. De millionnaires, c'est pas 1 million, ce sont des millionnaires. Donc on n'est pas dans le rang des milliardaires, on a quand même des millionnaires qui ont tous ensemble signé en disant « Taxez-nous, on attend que ça. » Mais ça se produit pas. Ça se produit pas. On nous a dit c'est trop compliqué à faire. Si on doit installer ce système-là, ça va prendre des années. C'est des personnes riches qui le demandent. Les taxes sur les entreprises, sur les grandes entreprises comme, pour ne pas les nommer, Amazon ou Google ou autres, sont au minimum, alors que dans le passé, elles étaient beaucoup plus grandes. Oui, il y a un chantage à l'emploi. Oui, mais si vous nous taxez, on quitte l'aéroport de Liège, on quitte cette zone-là et on va ailleurs. Enfin, il y a ce chantage qui fonctionne. C'est effroyable. On a perdu le sens de la raison dans notre société aujourd'hui. Non, comme tu dis, on est vraiment prisonnier d'un système. Il faut qu'on essaye de penser en dehors du système, out of the box. Mais toi, t'arrives à faire ça. Oui, mais moi, je ne suis malheureusement pas dans les décideurs. Moi, j'essaie de... Mais comment parce que on va se le dire honnêtement, d'une certaine façon, tu nais avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout à fait. Tu as des privilèges, tu n'as pas forcément eu dans ta vie la pression que peut avoir le commun des mortels sur la fin du mois et etc., etc. Ce qui n'empêche pas que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais malgré tout, le fait d'avoir cette profusion et d'accéder à l'abondance, bon, on se pose pas trop de questions généralement quand on est dans ces... Alors attention, tu peux être érudit, avoir le temps d'étudier, voir l'état du monde et faire des choses, mais globalement, tu pouvais toi-même te dire ah ben non, je reste dans mon confort, je reste dans mes trucs. Tu fais partie de ceux qui militent pour un changement de système. Ça veut dire que d'une certaine façon, toi aussi, tu revendiques qu'on te taxe plus. Bien sûr, absolument. Je trouve que on doit tous faire notre part. C'est notre existence qui est menacée parce que on a fait beaucoup d'erreurs, nous aussi, en disant il faut sauver la planète, etc. Non, la planète, elle ira très bien une fois qu'on sera plus là, c'est certain. C'est pour sauver notre espèce humaine et toutes les autres espèces aussi du vivant. Et donc, il faut tous qu'on fasse quelque chose. Alors c'est vrai, je suis privilégiée, je fais partie d'une classe qui n'a pas vraiment de problème de fin de mois. On m'a aussi dit quelquefois, mais au fond, pourquoi est-ce que vous parlez, vous, du racisme ou du colonialisme, etc. C'est pas à vous d'en parler. Je suis pas d'accord. Je trouve que justement, je peux en parler aussi. Pas parce que je sens le préjudice, évidemment pas. Pas parce que j'ai souffert de quelque discrimination que ce soit, mais par solidarité. Parce que je trouve qu'il faut dénoncer le racisme. Parce que ça suffit pas de dire « Ah, mais moi je ne suis pas raciste », ce qui est le cas. Non, il faut absolument dénoncer le racisme. Il faut militer pour une grande égalité. Il faut se dire que la crise climatique, elle sera absolument pas réglée si on ne règle pas la crise sociale, la crise égalitaire, la crise de genre aussi, parce que l'inégalité de genre, il ne faut pas croire qu'on y est arrivé, pas du tout. Toutes ces questions de droits humains, il faut continuer à militer pour ça. C'est merveilleux que tu sois une alliée là-dedans. C'est pas évident, puisqu'il y a quand même le poids de l'histoire de la famille royale. Tu en fais partie d'une certaine façon, même si moi, de mon œil extérieur, sans m'intéresser non plus en long et en large à la famille royale, j'ai l'impression que tu as un peu plus, on va dire, le rôle d'électron libre, si je peux me permettre. T'as pris position vis-à-vis de ton aïeul, Léopold II, et là on en parle. Léopold II, pour ceux qui ne savent pas, est responsable de beaucoup de sévices qui ont eu lieu pendant la colonisation du Congo, d'expropriation des terres, vol des terres, de mains coupées, de morts, pour le caoutchouc, pour l'extractivisme et pour la grande machine qui était lancée à ce moment-là forcément pour un capitalisme exacerbé. Et en Belgique, comme ça vous savez, il y a eu tout ce débat autour de est-ce qu'on déboulonne, on ne déboulonne pas les statues de Léopold II, qui, si on regarde par rapport à d'autres sanguinaires de l'histoire, des Staline et des trucs comme ça, je suis pour pas me faire striker par YouTube, a aussi eu un impact immense et les communautés africaines et congolaises aujourd'hui sont extrêmement touchées, demandent au minimum de reconnaissance de la part de l'État belge par rapport à ce qui s'est passé. C'est quoi ta position par rapport à ça? Parce que ce sujet a été très difficile, très compliqué, fait encore sortir beaucoup les griffes. Et je te donne une petite anecdote que je t'avais racontée aux antennes. Ma mère, que je salue, blonde aux yeux bleus, ma mère belge, belge de souche, tout ce que tu veux depuis la création de la Belgique, puisque je suis métissé.
Quand je lui ai parlé de ce qu'a fait Léopold II, elle a refusé d'y croire, elle a fermé les portes, elle a bloqué, elle a dit mais non, mais c'est pas possible, mais non, c'est le roi bâtisseur, c'est un grand roi, on m'a dit que c'était un grand roi, et quand j'ai dit tout ce qu'il y a eu derrière, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu en as parlé un petit peu à tes cousins, cousines, à la famille royale, et quelle est leur position, et comment est-ce que toi t'es perçu par eux? D'abord, comme ta mère et comme énormément de notre génération et peut-être moins la tienne quand même, on a été élevés avec cette impression que la Belgique et toutes les puissances coloniales avaient fait une œuvre magnifique de civilisation, de développement de pays en Afrique et ailleurs dans le monde. Et ça faisait partie vraiment de l'enseignement. Moi, je ne me rappelle absolument pas d'avoir appris, mais ce dont on parlait, les mains coupées, les exactions culturelles, physiques, enfin tout, le fait qu'on a imposé notre religion, notre culture, qu'on a détruit des cultures très importantes des peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie. Tout ça, absolument pas. Et je crois que c'était la même chose dans tous les pays européens, en tout cas dans ma génération. C'était une question comme ça, excuse-moi t'attendre, c'était, tu penses, un tabou, ou alors c'était quelque chose qui était normal et que ça ne valait pas la peine d'en parler parce que ce n'était pas les préoccupations de ce moment, parce que le noir était considéré encore comme quelqu'un dans un zoo, puisque dans les années 50, il y avait un zoo avec des noirs pour l'exposition universelle de 1958 d'ailleurs, il me semble. Absolument. Je pense qu'il y avait les deux. Il y avait tabou, il y avait le fait que, bon, comme tout le monde l'avait fait en Europe, comme c'était... J'entends ça encore aujourd'hui, on me dit oui, mais enfin c'était la politique de l'époque. Bon, d'accord, mais il faut le dénoncer aujourd'hui. Alors, petit à petit, j'ai pris conscience de ça, et évidemment, comme beaucoup de gens, au moment où il y a eu le meurtre de George Floyd aux États-Unis, et où il y a eu tout ce mouvement de Black Lives Matter qui s'est un peu transmis en Europe, et surtout en Angleterre où je vis. Mais tout le monde a commencé à dire mais oui, mon Dieu, il y a un racisme qui est institutionnalisé encore, et c'est parce que on ne parle pas du passé, et c'est parce que il y a des citoyens qui sont encore de seconde zone, et enfin tout le débat a commencé, et donc moi aussi j'ai appris beaucoup de choses, et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais c'est mon devoir d'en parler. C'est mon devoir d'en parler. Je suis journaliste, je suis belge, je suis une ancêtre, pas directe, mais quand même de Léopold II. Donc c'est mon arrière-arrière-grand-oncle. Et donc c'est aussi normal que j'en parle. Je le sentais vraiment comme un devoir, comme activiste. Et parce que ça a aussi tellement d'effets, on en parle, sur la crise climatique, sur la crise de biodiversité, en delà du racisme et de tout ce que ça cause aux individus, c'est aussi un impact sur la nature, c'est aussi un impact sur toutes ces techniques d'extractivisme ont causé comme mal. Maintenant, ça commence à être dans des rapports scientifiques, on l'admet, que tout a commencé avec justement la période coloniale et les méfaits du capitalisme, etc. Et voilà, donc c'est ma petite contribution. Alors te dire comment ça a été reçu, les gens ont été quand même choqués. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je disais du mal de ma famille. Absolument pas. Je voulais seulement qu'on cesse de voir seulement le roi Léopold II comme le roi bâtisseur et le roi qui a fait des grandes choses pour le pays, c'est vrai aussi. Mais c'est impossible de parler de son règne sans parler de l'aspect, mais vraiment noir, de la colonisation et de tous ces massacres qui ont eu lieu. Alors, on m'a demandé si les statues devaient rester dans l'espace public. Moi, j'ai toujours dit, les statues, elles sont là pour glorifier des gens. Il n'y a aucune explication. On a le nom de la personne, la date, c'est tout. Et donc, je me suis mis à la place justement de la diaspora qui est ici et qui voit tous les jours des statues, pas seulement de Léopold II, parce qu'il y avait d'autres aussi coloniaux, des rues à leur nom et tout ça, et qui se disent, mais on glorifie ces personnes, on parle pas de ce qu'ils ont fait. Et donc j'ai dit, mais au fond, les statues, elles devraient être dans les musées. Je veux pas les détruire vraiment parce que ça fait partie de l'histoire, mais dans les musées, on pourrait avoir une explication, mais vraiment honnête, de ce qu'ils ont fait, de bien, de mal, etc. De pourquoi est-ce qu'elle a été retirée, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve là, de voilà, tout le contexte, tout simplement. De la réparation et du traumatisme que ça a engendré aussi. Exactement. Parce que les gens qui voient ces statues se disent, mais ce sont des personnages qui ont contribué d'une manière très importante à la vie culturelle ou politique ou sociale du pays. C'est vrai. Mais si on n'explique pas ce qui s'est passé aussi à ce moment-là,
C'est foncièrement malhonnête. Est-ce que tu as la sensation qu'on est sorti du colonialisme aujourd'hui? Non. Non, c'est une autre forme, bien sûr. On continue d'extraire de la nature, bien sûr, toutes les richesses. Et la plupart de ces richesses ne vont pas dans les pays où on les prend. Ou alors, si elles y vont, c'est une certaine partie de la population qui en bénéficie, certainement pas toute la population. Et c'est surtout chez nous que ça revient. On peut parler des diamants, on peut parler de l'or, on peut parler de toutes les parties essentielles de nos téléphones. On peut parler, bien sûr, des énergies fossiles, on en a déjà parlé. Il y a des études beaucoup plus scientifiques que je ne pourrais faire qui expliquent que le flot d'aide que nous envoyons, nous, les pays européens ou les pays de l'Occident, vers les pays en développement, est tout à fait infime par rapport à tout ce qui sort de ces pays, en trafic illégaux, bien sûr aussi, en ressources extraites. Donc la balance n'est absolument pas stabilisée ou n'est pas en notre faveur, en tout cas. Il y a une image que je montre de temps en temps, et cette image, en fait, montre qu'il y a 2,2 trilliards de dollars qui sont pris donc en matières premières, en terres arables, en main-d'œuvre humaine, et que la majorité du système économique à l'échelle mondiale tourne grâce à donc cette énergie, ces main-d'œuvre, ces terres arables et ces matières premières qui viennent essentiellement du global sud pour se retrouver au nord, pour être transformées via des secteurs tertiaires, par des villes, pour en créer des biens et des services, et qui découlent en dernier de nouveau sur les pays. C'est-à-dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que le Sénégal ne mange pas son propre riz. Le Congo ne mange pas son propre riz. L'Afrique mange le riz qui coûte le moins cher, qui vient d'Inde ou de Chine, alors que pourtant c'est là-bas que ça part. Comment expliquer ce statu quo encore aujourd'hui en Afrique? C'est quoi? Est-ce que les dirigeants qui sont installés en Afrique sont des dirigeants qui sont, on va dire, capturés par des institutions américaines, occidentales, chinoises éventuellement et russes aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, ou alors au contraire c'est des personnes qui ont gravi les échelons, qui se retrouvent dans un système où ils disent, j'ai envie de diriger le pays. Enfin, de nouveau, j'imagine qu'il y a plein de facteurs. Et dès qu'ils sont à la tête du pays, ils se rendent compte à quel point le système d'éducation est pas développé, à quel point, en fait, ils sont pieds et mains liés par rapport au reste du monde, dans les usines pour transformer, les mines pour extraire, les cerveaux aussi, les ingénieurs. Ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils sont dépouillés de tout, qu'ils n'ont pas. Et donc, ils sont obligés d'accepter l'aide, on va dire le colonialisme extérieur. C'est très choquant. C'est très choquant que tu as des pays qui sont les plus riches en ressources naturelles et en ressources minières et qui sont les plus pauvres. C'est choquant et c'est inexplicable. Non, il y a beaucoup d'explications. D'abord, il faut quand même se rappeler que tous les points de décision, toutes les grandes institutions sont encore dans les mains de ce qu'on appelle le Nord ou l'Occident. Le global Nord. Ça reste. Bien sûr. Ça reste un fait. De temps en temps, on met à la tête quelqu'un qui représente le global sud, mais toute l'institution elle-même reste encore entièrement entre les mains. Tout ce qui permet de prêter de l'argent à des pays en Afrique, notamment ou dans le global sud, pour leur développement, pour leur transition écologique, sont prêtés par Banque mondiale, qui ensuite Exactement. fait ruisseler, et la Banque mondiale va la situer dans le global nord. Banque mondiale, c'est global nord en quelque sorte. Donc on n'est pas sorti du tout de ce système Ouais. qui gouverne comme ça. Il y a aussi le fait, bien sûr, de la dette des pays pauvres qui est insoutenable aujourd'hui. Il faut absolument pouvoir régler ce problème-là. Tout le monde le dit, mais on n'avance pas vraiment. Il y a tellement de facteurs qui jouent et le fait qu'il faut un libre-échange, un échange qui soit un fair trade. Et on n'y est pas encore. Et tout ça pourrait tellement améliorer les conditions. Et on a l'impression que c'est toujours repoussé. C'est la même chose dans les conférences climatiques. Tout le monde sait qu'on doit adresser les pertes et dommages. Chaque fois, on dit oui, maintenant on va le faire. On a fait une grande avancée à Dubaï. Enfin, c'était une annonce qui a été faite avec beaucoup de PR, je dirais, de relations publiques dès le début de la conférence. Mais bon, est-ce que l'argent va arriver? C'est toujours la même chose. Donc, il y a tellement... Les pays en développement, on peut pas leur faire la leçon. On peut pas leur dire oui, attention, vous pouvez pas vous développer, nous. Alors que nous, on a fait un développement colossal. C'est ce qui se fait, hein. Oui. C'est ce qui se fait un petit peu. La Bien COP, sûr. il y a Macron qui a annoncé, oui, les pays émergents et la Chine, vous devez sortir du charbon. C'est facile quand ton économie a été sur du charbon depuis 1850. Absolument. Alors, on en a marre de toujours montrer du doigt les pays et faire la leçon. Non, nous, on n'a plus besoin de se développer de cette manière-là. Nous, on pourrait faire un développement beaucoup plus vers l'éducation, vers la
culture, vers la santé, toutes les choses essentielles, et réduire notre consommation. Par contre, ces pays-là, ils ont besoin de se développer. Et de quoi ont-ils besoin? De nos technologies, de notre argent, parce que tout ça va coûter énormément d'argent pour pouvoir aller vers les énergies renouvelables, la transition et tout ça. Il faut qu'on fasse ce transfert technologique, il faut qu'on fasse aussi la maintenance de ce système, il faut qu'on puisse faire du training de tous les gens qui vont devoir quitter des énergies fossiles et aller vers les énergies vertes. Bien sûr, c'est un argent énorme, mais comme je le répète, nous, qui sommes ultra développés, on peut baisser notre consommation et le faire d'une autre façon. Et surtout, un tiers est du gaspillage. Ouais. Dans notre alimentation, dans l'énergie, on fait plus attention depuis qu'il y a le conflit. Mais avant, c'était aussi Wollenbach, comme on dit à Bruxelles, le chauffage à fond. On commence à être extrêmement attentif à toutes ces questions-là. La consommation de viande est en train de baisser chez les personnes les plus nantis. Ça, c'est les chiffres à l'échelle française et belge, que les riches mangent moins de viande. Donc, il y a aussi cette compréhension-là, c'est de les pressions en moins. Mais globalement, en fait, c'est quoi? C'est arrêter le gaspillage et en même temps mettre des politiques claires on va dire, d'autonomie, de réelle autonomie. Est-ce que la machine, en fait, est peut-être tellement déjà lancée que même si demain on décide d'élire une nouvelle Europe et que les États-Unis et que la Chine, tout le monde se dise bon, vous savez quoi, les gars, les problématiques climatiques, la biodiversité, tout ça, c'est grave. Il faut que chaque pays soit en résilience territoriale, en autonomie. Bon, l'Afrique, on vous donne les moyens, on vous donne tout ce que vous voulez. Est-ce que même ça va fonctionner? Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions en me demandant si le fait de laisser la souveraineté à l'Afrique pourrait justement vraiment aider le pays, ou au contraire, les cultures ont tellement été détruites, démolies, que là où la compétitivité est la plus accrue et où la culture et où les tensions sociales sont les plus accrues, c'est tout en bas de la pyramide. Parce que comme on court tous derrière la carotte, c'est en bas qu'on a le plus faim, et c'est en bas que dès qu'on a une carotte, on saute tous dessus. Et qu'au final, ça se pète encore plus la gueule et qu'on reproduise le même schéma. Je sais pas si tu vois mon schéma de pensée. Si je vois, mais tu es très pessimiste. Je pose une question. Oui. On va arriver vers le positif après. Non, c'est très pessimiste, mais bon, c'est vrai. Quelquefois, je me dis, il va falloir une énorme catastrophe climatique. Et là, on en a beaucoup qui se passent en même temps. Dans les pays qui n'ont pas trop de puissance et pas trop d'aura en termes de communication. Mais c'est déjà en cours. Je me dis que si on a une grosse catastrophe climatique... Chez les riches, alors? Voilà, à New York, à Londres, à Amsterdam, toutes les villes qui sont en fait très vulnérables. Hein. Ouais. S'il y a une grosse catastrophe, à ce moment-là, peut-être il y aura vraiment une décision. J'espère que ce ne sera pas ça, parce que ce serait dramatique. On va perdre beaucoup de milliers de personnes ou de centaines de milliers de personnes avec ça. Non, j'essaye d'avoir une vision un peu plus optimiste en me disant que, comme je disais avant, il y a tellement d'initiatives de citoyens. Je pense beaucoup que l'éducation est un vecteur important. Et les jeunes de plus en plus se mobilisent. Et si on en fait plus dans les écoles, pour montrer qu'il faut avoir le respect du vivant. Et les écoles partout, hein. Ne parlons pas seulement chez nous, ne parlons pas surtout des milieux favorisés, il faut que ce soit dans tous les quartiers. Parce que c'est dans les quartiers défavorisés aussi qui souffrent le plus de la pollution, des effets aussi des événements climatiques, parce qu'ils sont dans des conditions socio-économiques moins favorables. Donc je pense que l'éducation a un rôle essentiel à jouer. Et là, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se passent dans tous les pays. Je crois aussi à la solidarité, on l'a vu pendant le Covid. Les gens, tout de suite, se sont solidarisés avec le voisin, avec les gens qui vraiment nous apportaient de quoi survivre, comme les docteurs, comme les infirmières, comme les gens dans les supermarchés, tout ça. Mais tu me diras, une fois de plus, c'est dans une catastrophe que on sent la compassion et la solidarité. Bon, j'espère que ça va se faire d'une autre façon. Je suis inquiète parce que je vois qu'il y a de plus en plus de polarisation dans le discours politique. L'argent, on disait il faut beaucoup d'argent. Oui, il faut beaucoup d'argent, mais il y en a de l'argent. Chaque fois qu'on a une guerre, on voit que par miracle, il y a un argent extraordinaire pour acheter des armes. Quand il y a un Covid, il y a 750 milliards d'euros qui arrivent de nulle part. Ça me choque énormément parce que je vois que l'argent est là et qu'on le trouve toujours pour réhabiliter les banques quand elles étaient au bord de la faillite ou en faillite, pour surarmer les pays. Donc l'argent est là. Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent que la crise climatique et la crise de biodiversité, comme pour tout ce qu'on a dit avant, pour les droits humains, pour notre survie? Alors j'espère toujours qu'il y a un réveil chez nos dirigeants quand même. C'est
tellement merveilleux parce que sans limite on a l'habitude d'être anxiogène, d'arriver dans des discours très compliqués qui sont très difficiles à entendre, et c'est important parce qu'on veut faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de nos abonnés, on veut pas être dans un optimisme candide, mais on aime bien aussi voir quelles sont les possibilités, quels sont les leviers d'action pour cette fois-ci rentrer vraiment dans un mouvement positif. C'est parce que moi, mon éveil s'est passé sur le fait d'avoir peur. Mon éveil s'est passé sur le fait de comprendre l'ampleur de la situation, de me dire que c'est très très grave, que ça a fait flipper et que c'est de là que naît un mouvement et un changement. C'est pour ça qu'à partir de maintenant où on s'est vachement fait peur, qu'on a eu qu'on a remis un peu l'histoire en question sur pas mal de choses, est-ce que tu penses déjà que comprendre le système économique dans lequel on est, donc c'est comprendre l'histoire, accepter l'histoire sous toutes ses horreurs, parce que l'histoire revient, en quelque sorte, est-ce que tu penses que un jour viendra où ta famille très dispersée, très large, que la famille royale prenne position par rapport au passé colonial de la Belgique pour le vivre ensemble et pour déjà être aux prémices d'un changement du système économique? Mais je vais te dire, au niveau de ma famille, déjà, mais le roi Philippe a pris quand même une position qui n'avait jamais été prise avant, parler de ses regrets. Il a condamné. Il a condamné. Il a condamné Léopold II, c'est vrai. Voilà, il a fait un voyage en RDC où ça s'est très bien passé, où a tissé des nouveaux liens, donc je pense que c'est important. Bon, il n'y a pas tellement d'autres familles royales qui l'ont fait. Bon, la Hollande commence à le faire aussi par rapport à, notamment, je pense, l'esclavagisme. Donc oui, il y a un mouvement qui se fait. Je pense que les choses évoluent. C'est vrai, les mots me reviennent. Philippe Ier avait bien précisé, enfin le roi Philippe, il a utilisé le terme, le régime du roi Léopold II était basé sur le racisme. Ouais. C'est vrai que c'est inédit quand même. Ouais. Ça, oui. Donc les choses évoluent, il faut quand même le remarquer. Et il y a de plus en plus de gens haut placés dans les familles royales et autres qui se rendent compte qu'il faut absolument parler du passé et être honnête. Je voudrais revenir aux citoyens aussi, parce que il faut pas non plus punir les citoyens tout le temps en disant ça marchera pas. D'abord ça marchera pas, et puis c'est vrai qu'à force de nous dire que il faut changer nos pailles en plastique pour des pailles en carton et tout ça, enfin franchement c'est pas ça qui va c'est léger, qui va résoudre la crise. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose, c'est vrai, à notre niveau, mais il faut pas non plus nous culpabiliser. Personne n'est parfait. Moi, on m'attaque quelquefois en disant que je suis activiste, mais je prends l'avion, etc. Non, c'est vrai, je suis pas du tout parfaite. J'essaye de faire dans mon domaine des choses comme tout le monde. Excuse-moi, Esmeralda, mais quand tu connais les chiffres sur l'aviation, tu sais que statistiquement, il est pris pour partir une semaine quelque part, que les gens s'empressent de le prendre pendant une semaine parce que ils doivent retourner au boulot, que c'est le système économique qui fait que ça tourne majoritairement pour faire du tourisme et puis après pour faire du business, où t'as des gens qui prennent l'avion. 1% le prend très régulièrement, et donc on a une disparité. Toi, je suis content de te voir, et je te le préciser, je suis content de te voir maintenant. Parce qu'en fait, tu prends rarement l'avion, tu viens rarement ici. Enfin, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 2 ans, je pense. Et à chaque fois que tu me dis, je ne suis pas en Belgique, je ne suis pas en Belgique. Donc c'est pas comme si tu faisais souvent des allers-retours non plus, quoi. Non, pour venir en Belgique, je prends le train. Je ne prendrai jamais l'avion. Mais si jamais tu es délocalisé en Chine, là, voilà, évidemment, je prends l'avion. Et je veux dire, comme tu viens de le noter, la plupart des gens prennent une fois l'avion pour aller en vacances, et c'est normal. Par contre, il y a des gens qui prennent des jets privés, et on a vu les chiffres sont absolument hallucinants, le nombre de fois qu'ils prennent un jet privé pendant le mois. Donc cela, on a vu Bernard Arnault et Taylor Swift. Taylor Swift, je pense, a passé un tiers de son année dans un avion. Donc on en revient à justement le poids, l'empreinte carbone d'une certaine partie de la population. C'est un tout petit pourcentage, et c'est évidemment ceux-là qui ont la plus grosse empreinte carbone et qui devraient contribuer le plus. Ouais. Et qui tire tout le reste du système à vouloir vivre éventuellement la même vie aussi. Donc ça, c'est important quand même de le dire. Je voudrais aussi dire que quand on parle de consommer moins, quand on parle de revenir plus vers la nature et tout ça, il faut aussi se dire que c'est pas une punition, hein. On vivra beaucoup mieux, et je pense que toi, tu es un exemple. Tu t'es rendu compte que le fait de passer plus de temps dehors, de passer plus de temps en contact avec la nature, apportait des biens physiques et mentaux exceptionnels. Ouais, niveau santé mentale, ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas ce contact avec la nature. Donc j'en reviens à l'éducation. Ce serait super important que dès l'école primaire, on puisse mettre en contact tous les enfants avec la nature, parce que ça change tout à fait notre façon d'avoir des rapports avec les autres êtres vivants, avec les plantes, avec les animaux, avec tout. Et le respect.
Eh ben, c'est là-dessus qu'on va commencer tout doucement à aller vers du positif. Les nouveaux narratifs, quels sont les leviers, on les a dit. Mais maintenant, comment est-ce que monsieur et madame tout le monde peut véritablement, on va dire, avoir un impact concret? Est-ce que c'est via les réseaux? Est-ce que reprendre le pouvoir politique? Mettre en valeur des savoirs et des connaissances perdues? Toi, par exemple, comment est-ce que toi, tu te mets dans l'action, personnellement? Moi, je me mets dans l'action en essayant de parler au plus de gens possible. Et ça, c'est à notre portée à tous. On peut parler à notre banquier, on peut parler à nos voisins, on peut parler à notre famille. Et on peut essayer... C'est fou, quand on commence une conversation et on écoute les autres, et même on n'a pas du tout les mêmes opinions, mais on écoute avec respect l'autre, et on peut commencer tout doucement à peut-être l'influencer, à lui montrer que notre consommation devrait être différente et tout ça. Je pense que la conversation est déjà un point de départ extrêmement important pour tout, hein, pour avoir plus de compassion, pour avoir plus de compréhension. Ça, c'est déjà une chose. Bon, les manifestations, c'est important aussi, mais tout le monde ne peut pas aller manifester, surtout que depuis quelque temps, ceux qui protestent sont très vite qualifiés de dangereux et d'extrémistes, de terroristes même. Donc c'est évidemment pas à la portée de tout le monde, et je le regrette, parce que je pense que dans tous les pays, il y a certainement un resserrement de la vis qui n'est pas démocratique. Mais bon, donc il y a les protestations, il y a les pétitions qui sont importantes. Les gens se disent oui, mais signer, ça sert à quoi? C'est pas vrai, parce que si on arrive à un certain nombre de signatures, on peut avoir une influence sur nos dirigeants. Donc tout ça, il faut continuer. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'influencer les entreprises. On a besoin de les amener avec nous. On a besoin, je l'ai dit déjà, de parler aux banques, parce que malheureusement, dans beaucoup de cas qui détruisent l'environnement, il y a toujours une institution financière derrière. Donc si on peut les persuader de retirer leur argent de toutes ces entreprises, mais vraiment destructrices pour l'environnement et pour les droits humains, ça, ce serait formidable. Les universités aussi, les fonds de pension, tout ça. Si tout cet argent part dans un autre schéma, mais ce serait formidable. Est-ce que il faut aller saboter des infrastructures fossiles? Qu'est-ce que tu veux dire? Bloquer un aéroport de jet privé, bloquer un méthanier, bloquer un projet de puits de pétrole du côté de Bordeaux en France. Est-ce que c'est par ça qu'il faut saboter le pipeline en quelque sorte? Pas s'en prendre à des êtres humains, s'en prendre à des infrastructures. Absolument. Non, je répète, je pense que la désobéissance civile doit absolument être pacifique. C'est vrai qu'elle doit être sans violence, mais je pense bien sûr que c'est utile aussi. C'est utile sur plusieurs niveaux. C'est utile parce que ça attire l'attention, on le sait. Bon, il y a eu énormément de réactions quand des activistes ont jeté de la soupe sur des œuvres d'art. Sur des vitres. Voilà, il faut rappeler qu'il y avait une vitre devant, que l'œuvre d'art n'a pas été... Mais ça fait beaucoup de bruit, plus de bruit que... Ça fait beaucoup de bruit et bon, tous ceux qui aiment l'art étaient choqués, je peux le comprendre. Ça n'a pas endommagé l'œuvre d'art elle-même. Anna Holland et Phoebe Plummer, respectivement condamnées à 20 et 24 mois de prison pour avoir jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres. La peine est disproportionnée. Elle est clairement pensée pour dissuader de nouvelles actions de ce type. Et le but était évidemment d'attirer l'attention. Et ça a fait certainement beaucoup plus de bruit, malheureusement, que certains événements climatiques dans le sud global. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Si tu as une vedette qui fait quelque chose, on va en parler. Et donc, il faut utiliser, c'est vrai. Et je pense que ça a sa place. Les actions directes ont leur place, comme les actions de lobbyisme. Parce qu'on peut dire que certaines ONG comme Greenpeace, WWF et tout ça font du lobbyisme, mais du lobbyisme positif. Donc, on a besoin de tout ça. On a besoin de toutes les actions. Et je salue les jeunes, et tellement, et beaucoup en Belgique, qui ont pris ces positions très courageuses et difficiles, puisqu'ils vont en prison maintenant. Tu as déjà fait de la désobéissance civile? Moi, j'ai fait de la désobéissance civile, j'ai même été arrêtée, j'ai même passé quelques heures en prison, mais je savais très bien que je risquais pas grand-chose, et donc je l'ai fait parce que quoi leur réaction quand ils ont compris, commissaire de police ou à la police, que tu étais princesse Esmeralda de Belgique? Écoute, c'était en Angleterre, donc ils avaient aucune idée. C'est vrai, ils ont pas fait oui. Ouais. Et donc ils m'avaient déjà prévenu. Ils ne savaient pas du tout qui j'étais, mais quand j'ai donné j'avais pas de carte d'identité sur moi, j'avais juste ma carte de crédit, donc ils ont vu mon nom, mais ils savaient pas du tout ce que c'était. Et ils m'ont dit, vous êtes belge, donc il faut prévenir votre ambassade. Et j'ai dit, oh non, non. Et ils m'ont dit, rassurez-vous, l'ambassade ne réagit jamais, mais c'est légal.
Pour un étranger, on doit prévenir l'ambassade. Et donc, quelques heures plus tard, quand ils sont venus me voir dans mon cachot, ils m'ont dit « Ah, l'ambassade a réagi. » Ah bah oui, forcément, là, pour le coup, c'était un Mais incident ils sont diplomatique. restés imperturbables, le flegme britannique, qui n'ont rien dit. Et bon, j'ai pas été relâché plus vite, j'ai été relâché en même temps que les autres activistes. C'était à l'époque où les protestations étaient encore, c'était au tout début de Extinction Rebellion. Et donc, c'était pas du tout la même, je dirais maintenant, où vraiment la police... La police cadenasse, la police gaz, envoie des oui, lacrymos, oui, la ça, police ça devient frappe. très sérieux. On a quelques vidéos où j'ai ramassé quelques petits coups qui sont sur cette chaîne. On vous invite à aller les voir, on vous les met en description. Justement, c'est le système économique veut préserver par tous les moyens son statu quo, est persuadé en fait qu'il trouvera les solutions. Enfin, j'ai une sorte d'irrationalité. Enfin, de toute façon, l'humain est irrationnel. Sauf que là, c'est défendre les prochaines générations et ça ne fait pas peur que des gens non violents subissent cette violence. Ah, ça me fait très peur. Moi, j'ai des amis qui ont été... et qu'elles soient légitimées par dans l'aspect média où souvent on dit ah oui voilà, et puis quand on voit les commentaires, les gens disent ouais ben les gens avaient qu'à pas y aller quoi. Incroyable. Moi, j'ai une amie qui a été en prison pendant 3 jours, alors qu'elle est mère de famille, qu'elle ne pouvait pas prévenir son mari, ses enfants et tout ça, tout simplement parce qu'elle avait fait une protestation non violente en Angleterre. Mais où en est-on que les manifestants pour le climat, pour notre futur à tous, sont maintenant des terroristes? Heureusement que le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, a dit les vrais terroristes, c'est pas eux. Oui, c'est pas eux, c'est plutôt les grandes boîtes d'énergie fossile. J'ai l'impression qu'il a beau le dire, il a beau le raconter, les Nations Unies, que finalement les pays souverains décident de faire. Enfin, la France, moi, ça me fait personnellement très peur quand je vois la A69, un projet qui n'a pas de raison d'exister, d'ailleurs je salue les Français qui nous regardent, qui est une incohérence puisque ne va faire gagner que 8 minutes, que ça va coûter de l'argent inutilement, et qu'en plus de ça on se rend compte que il y a eu des aides de l'État, enfin qu'il y a eu un peu de, pas le terme malversation, mais un peu de corruption, il y a des soupçons de corruption et de subsides, parce qu'il y a beaucoup de subsides qui sont arrivés là-dedans alors que ça devait pas être le cas. Enfin c'est assez particulier comme histoire, on se rend compte que derrière c'est plus que l'autoroute, hein, que c'est des gens qui se mettent de l'argent dans la poche. Mais quand on voit la répression policière qu'il y a eu là-bas, qui est encore aujourd'hui, parce qu'ils se mettent encore dans les arbres pour refuser qu'on les abatte, ce système il est en train de faire comprendre, non les gars, continuez à faire comme vous faites d'habitude, on vous en empêchera. C'est pour ça que moi ma question c'est est-ce qu'à un moment donné le sabotage va pas être la suite logique, je dis pas que je la souhaite, hein, que je souhaite ça, mais que ça va pas être la suite logique des opérations guérilla un peu sur des infrastructures. Mais peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés justement par le fait qu'ils sont vraiment en train d'alerter pour notre futur et qui sont traités de cette manière, avec des violences mais inacceptables. Tu vas continuer à y manifester? Ah oui, absolument. Et puis ça, vraiment, ça me choque aussi que les Européens, parlons-en, ou les Américains commencent à donner des leçons aux autres pays dans le monde en disant mais attention à votre répression. Et nous, nos droits humains, est-ce qu'on ne doit pas d'abord regarder chez nous justement comment on traite les manifestants, que ce soit les étudiants dans les universités qui protestent pour demander la paix, les étudiants qui protestent pour qu'il y ait des mesures pour le climat, les jeunes qui protestent, les moins jeunes aussi, parce qu'il y a les grands-parents pour le climat. On arrête systématiquement tout le monde. Non, mais je pense qu'on a des questions à se poser sur non seulement notre démocratie, mais nos droits humains à nous aussi, avant de pointer du doigt d'autres pays. Esmeralda, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un conseil peut-être aux personnes qui ont regardé cette vidéo, que tu voudrais... Mais je voudrais surtout apporter quand même une note d'espoir à la fin, en disant que les jeunes qui sont en train de se battre pour le climat disent tous que le fait d'être tous ensemble donne de la joie aussi, et que c'est l'action qui leur donne de l'espoir. Et moi aussi, ça me donne de l'espoir de voir qu'il y a tellement de citoyens qui font quelque chose. Et que j'espère qu'on va s'en sortir comme ça, avec collaboration, compassion et un regard vers notre futur quand même. Je te remercie beaucoup, c'était un honneur de t'avoir ici à cœur ouvert dans cette émission sur Limite. J'espère pouvoir te retrouver, peut-être qui sait que tu iras vivre, passer le restant de tes jours avec des tribus autochtones d'Amazonie. Voilà, je sais que tu en es très très proche. Merci à toi Esmeralda. Merci. Je peux me permettre de te faire un check. Voilà. Et de votre côté, abonnez-vous, likez, commentez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast sur Limite. Ciao ciao tout le monde.